Bonjour à toutes et à tous, vendredi, c'est le jour où le podcast Chef devient chef d'entreprise pour explorer la face entrepreneuriale de la restauration en découvrant l'histoire de celles et ceux qui la gravissent au quotidien. Et on va prendre de la hauteur aujourd'hui puisque je vous donne rendez-vous à La Butte, tout en haut d'une colline, à Plouidère, dans le Finistère. La Butte, c'est le nom d'un lieu tenu par Nicolas Conrot et sa femme Solène, un lieu de vie que les parents de cette dernière tenaient eux-mêmes de Jeanne Yvonne, la grand-mère de Solène. Vous l'avez ? Au départ, c'est une auberge qui fait aussi traiteur pour les événements locaux, les mariages, les fêtes. Et l'aventure démarre ainsi en 1952, puis les enfants reprennent, puis la petite fille et son mari, donc Nicolas Conrot, que j'ai retrouvé sur place pour découvrir l'histoire de ce lieu qu'il a transformé suite à une prise de conscience. Alors vous allez voir que l'histoire de cette entreprise familiale est exceptionnelle, car pour Nicolas Conrot, il a donc fallu intégrer l'équipe existante à l'époque, apprendre le métier, car si aujourd'hui c'est un chef et qu'il a décroché à La Butte une étoile, quand il y est entré il y a une quinzaine d'années, il n'avait jamais cuisiné. Vous allez voir aussi comment il a transformé un lieu de cuisine traditionnel en une maison vivante, en prise totale avec son environnement, comment il est passé d'un hôtel-restaurant traiteur à une table étoilée, une boulangerie, un hôtel d'une 30aine de chambres et un bistrot ouvert du matin au soir, 7 jours sur 7, dans une commune de 1800 habitants. Et ils font tout eux-mêmes, du buffet hors du commun, du petit-déj, au menu dégustation du soir, et ils sourcent tout scrupuleusement, de l'algue ramassée dans la baie au pied de la butte, au bois d'un transat trouvé dans la forêt, après la dernière tempête. Tout a été repensé quand Nicolas Conrot, en plein Covid, s'est dit qu'on ne pouvait plus vivre la restauration comme on l'a pensé jusqu'alors. C'est un épisode qui raconte donc une prise de conscience, le changement radical de vision d'un chef d'entreprise qui a bouleversé du jour au lendemain tout son quotidien, pour s'aligner sur des valeurs profondes. Il y a trop d'infos dans cette intro car l'histoire de cette entreprise, elle est unique. Je vous laisse découvrir La Butte en compagnie de celui qui l'anime. Vous allez découvrir une vision entrepreneuriale sans nul autre pareil. Moi c'est David Ordonneau, vous écoutez Chef d'entreprise, le format dédié à l'entrepreneuriat du podcast Chef. Voici donc raconté par lui-même l'aventure entrepreneuriale de Nicolas Conrot. Peut-être qu'avant de remonter le fil, pour remonter l'histoire de cet endroit, on pourrait faire un état des lieux, parce que je trouve que ce qui est le plus impressionnant quand on vous découvre, quand on découvre le lieu, c'est de voir toute cette démarche. Si on doit se dire aujourd'hui, en fait, La Butte, on commence par quoi, on dit quoi, parce que c'est tellement de choses. On commence tout simplement par l'auberge de famille, l'auberge familiale, qui a été créée en 1952, qui a parcouru des années, plus de 70 ans d'activité, et qui doit revenir aujourd'hui à cette notion d'auberge de famille, de maison de famille. Ça, c'est l'ADN originel. Exactement. C'est un retour à l'ADN. Cette auberge familiale, on parle d'une famille qui est votre belle famille, en l'occurrence. Vous allez arriver là. On va pas remonter le fil de votre histoire à vous, parce qu'on va la découvrir bientôt dans ce podcast. Mais vous avez toujours eu envie de travailler dans l'idée de l'hospitalité, plutôt du côté de l'hôtellerie. Et c'est un peu par ce prisme que vous allez arriver ici, dans cette maison, dans la maison de vos beaux-parents et de confonder leurs parents. Exactement. Ça s'est passé comme ça. Comment vous rentrez dedans ? Est-ce que vous pouvez nous décrire avec quelle intention vous arrivez ici et qu'est-ce que vous faites au début ? Alors, je suis rentré dedans parce que les choses sont arrivées au fur et à mesure. Ça, c'est plutôt des chemins de vie, j'ai envie de dire. Donc, j'ai commencé à travailler ici pendant quelques mois. Et en fait, je pense que la chose importante, c'est une histoire de cœur, en fait. C'est tout simplement un attachement aux valeurs du territoire, aux valeurs de la maison, à la manière dont travaillaient mes beaux-parents, en fait, ça m'a interpellé, en fait. Et je me suis pas posé de questions. Qu'est-ce qui vous a interpellé quand vous parlez de manière de travailler ? C'est tenir une entreprise familiale qui est complètement différente de grands groupes ou d'hôtellerie tenue par des investisseurs, par exemple. On n'a pas le même cadre, on n'écrit pas la même histoire au quotidien, en fait. On est concerné au quotidien par tout ce qui se passe dans l'entreprise, par les collaborateurs, en fait. Moi, je sais que quand on me pose la question, souvent, mon fer de lance, c'est comment on fait pour travailler au quotidien, mais en s'assurant du bien-être de nos clients, mais pas que, en fait. C'est aussi s'assurer du bien-être de nos collaborateurs.
Et ça, c'est quelque chose que vous percevez quand vous arrivez. Est-ce que vous pouvez nous repréciser d'ailleurs à l'époque, l'année Alors, je suis arrivé en 1999 et oui, ce qui m'a touché, en fait, c'était cette connexion, cette reconnaissance qu'avaient mes beaux-parents pour les collaborateurs qui travaillaient à l'époque avec eux. Alors, c'était en une petite 1999. équipe. Ouais, c'était une petite équipe, hein. Il y avait 17 personnes. Aujourd'hui, sur le groupe, on est un peu plus de 80. Donc, les choses ont changé. La dimension a changé, mais pas les valeurs. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'activité à ce moment-là, justement, l'envergure et ce qui est proposé ici? Alors, à ce moment-là. L'envergure en 99, c'était une manière de travailler dans nos métiers qui était totalement différente. C'était énormément d'investissement, énormément d'heures au quotidien. C'était de tenir une maison nuit et jour parce qu'il fallait répondre au téléphone la nuit aussi pour les réservations, les urgences. C'était vraiment ce métier où j'ai envie de dire où on travaillait un petit peu à l'ancienne. Ouais. Mais je pense que c'est essentiel d'être passé par là pour pouvoir comprendre comment on pouvait demain faire grandir ce métier en améliorant les conditions de travail. Oui, peut-être C'était un essentiel petit peu autrement. Ouais. Qu'est-ce qui était proposé? Quelle était l'activité? Pourquoi les gens venaient ici? Pour que ceux qui ne connaîtraient pas ni l'endroit ni l'histoire. Alors c'était une maison, plus une maison d'étape la semaine pour des VRP, les commerçants qui venaient dormir la nuit et qui dînaient, qui prenaient leur petit déjeuner. Quelques pensionnaires aussi, où à l'époque on avait des gens qui allaient rester 15 jours, 3 semaines. Et puis une forte activité de traiteur, ce qui permettait de pouvoir compresser les frais fixes de la maison, puisque mes beaux-parents avaient investi en 1993 dans 21 chambres. Donc, perdu dans le Nord Finistère, on n'avait pas la fréquentation que l'on a aujourd'hui. Ouais. Et les choses étaient plus compliquées financièrement. Ouais. Donc, il fallait des relais, quoi. Donc, on faisait des mariages, des événements, des choses comme ça. Des banquets. Et d'ailleurs, la maison a été connue comme ça, parce que la petite anecdote, c'est que la grand-mère, donc Jeanne Yvonne qui a créé cette maison, à l'époque, en a fait un dancing. Drôle. Oui. Donc les gens venaient le samedi soir et le dimanche soir, les gens venaient danser ici et c'est très rigolo parce que la maison a de la notoriété dans le Finistère parce que énormément de personnes dans le Finistère se sont mariées, ont été baptisées ou fait leur communion. Et c'était un lieu de repas de famille, vraiment. Vous arrivez plutôt côté hôtellerie, on va parler de cuisine mais plus tard, plutôt hôtellerie. Quelle est votre activité? Comment on trouve sa place dans une maison qui a une histoire, qui est tenue par une famille, où les liens sont forcément très serrés, et vous le disiez déjà, en famille et avec les collaborateurs aussi. Comment ça marche? Comment on s'insère là-dedans? Et dans quelle perspective on le fait en plus? Alors, on s'introduit dans le milieu, j'ai envie de dire, parce que c'est pas si simple, surtout en étant. Alors, il y a deux solutions: où on est la pièce rapportée, où on est la valeur ajoutée de la maison. Ouais. Donc, j'ai préféré prendre l'option valeur ajoutée de la maison. Parfois, on choisit pas. Hein. Vous êtes arrivé. Donc, c'est tout simplement en travaillant au quotidien et en essayant d'améliorer le produit dans lequel on travaille, bien entendu, en essayant d'améliorer l'organisation d'une maison. Avec ce que je connaissais, avec les expériences, avec le peu d'expérience que j'avais. Mais je pense que quand on est curieux et quand on n'a pas peur du travail, en fait, il est possible de se faire sa place. En fait, c'est pas simple au quotidien parce qu'on est toujours le gendre d'eux ou le fils d'eux ou des choses comme ça. Mais je crois que quand on travaille et quand on s'investit au quotidien, on arrive forcément à faire passer le message et à montrer qu'on peut avoir aussi des bonnes idées et changer au quotidien les manières de faire. Là, on est sur une maison donc qui a une assise, une empreinte locale qui est connue, donc qui propose le gîte et le couvert pour résumer, et qui se déplace aussi sur des événements. Vous arrivez, vous greffez, vous mettez pas le pied en cuisine, mais vous greffez sur tout le reste. En fait, finalement, vous essayez de vous impliquer dans toutes les activités de la maison. Ça va basculer à un moment, parce qu'à un moment, vous allez vouloir vous impliquer davantage et la faire vôtre. Oui. Comment ça marche, ce moment-là? Est-ce que vous pouvez le raconter aux auditeurs? Alors ça arrive donc je suis arrivé en 99, en 2005-2006 avec Solène, au bout de 5-6 ans de travail aux côtés de mes beaux-parents, de ses parents, il a fallu qu'on décide en fait de ce qu'on voulait faire dans la vie. Il n'y a même pas eu à réfléchir en fait. Comme je disais tout à l'heure, il y a un côté cœur important dans ce parcours. Moi, je me suis très attaché à la maison, à son environnement, aux personnes qui y travaillaient aussi, bien entendu.
j'avais envie de continuer l'aventure parce que j'ai toujours été persuadé qu'on était dans un lieu hyper préservé et que ces lieux-là, je disais toujours, dans une dizaine d'années, dans une quinzaine d'années, le Nord Finistère deviendra une destination touristique de qualité parce que c'est un lieu préservé, parce qu'on a beaucoup d'atouts, parce qu'on a des talents locaux, parce qu'on a des agriculteurs, on a des beaux produits. Et j'ai toujours été convaincu de ça. Et je pense que c'est pas seulement la maison qui m'a poussé à la reprendre, mais c'est aussi tout le contexte environnemental que je trouvais très beau. J'ai dû apprendre à travailler avec les gens qui étaient autour de moi. En fait, je ne connaissais pas du tout la région. Ouais. Je connaissais pas les produits. Je connaissais pas la cuisine bretonne. Donc, il a fallu que je passe par tous ces stades, aller se promener, rechercher des producteurs, rechercher des talents, que ce soit en cuisine ou en décoration. Donc, j'ai appris à vivre et à connaître le lieu, l'environnement, en même temps qu'apprendre à tenir cette maison. C'est pas vertigineux parce qu'à un moment il y a un enjeu économique quand on reprend une maison qui a cette histoire et qu'on veut la faire nôtre, à un moment il faut investir. Comment on le vit ça? Comment on se projette dans cette étape clé? Alors l'investissement, ça reste quelque chose de particulier, mais je crois qu'à partir du moment où on investit, où on entreprend, il faut enlever un paramètre important et il faut se dénouer de ça, il faut se dénouer de la peur en fait. Comment on fait ça? Eh ben, il faut y aller sans peur, il faut pas se poser trop de questions. C'est suivre son idée, suivre son instinct, mettre une stratégie en place et puis il faut pas se poser de questions, faut y aller, il faut prendre le risque de... Faut sauter. Il faut sauter et en enlevant ce paramètre peur qui peut être présent chez certaines personnes. Alors moi, j'ai cette chance-là. Je dis toujours, j'ai pas de peur sur ça parce que je me dis toujours qu'en travaillant, on y arrive toujours en fait. Cette phrase, c'est bien de la faire résonner en travaillant, on y arrive toujours, parce qu'il y a des phrases comme ça qui peuvent nous paraître extrêmement simples quand on les entend. Finalement, quand on est dans le match, elles sont d'une vérité et il y a une résonance qui est totale. Oui. Enfin, on se met, on s'implique et ça passe, ça marche, on trouve la voie. Oui. Vraiment. Alors des fois, ça passe sur un parfois. fil. Ouais. Mais bien entendu qu'il peut y avoir des moments de doute, il peut y avoir des moments de fragilité parce que on dépend quand même d'un contexte économique, même si on a envie de faire les choses le mieux possible. Mais voilà, à partir du moment où on s'enlève cette peur et où on se fait confiance en fait, tout simplement, et on fait confiance aux gens qui nous entourent, il n'y a pas de raison en fait, on s'en sort toujours. On se parle de d'une forme d'audace là, ou en tout cas du fait de se jeter à l'eau. Il y a un mot que vous avez prononcé qui est le mot de stratégie tout de même. Donc ça veut dire qu'on pense un petit peu les choses. En l'occurrence, à ce moment-là, quand vous vous appropriez et que vous décidez de faire vôtre cette institution dans une forme de continuité aussi, parce que quelle est la stratégie justement? Peut-être pas de renverser la table, en tout cas pas encore. Alors la stratégie, je me suis sûrement trompé de stratégie à cette époque. Parce que pour moi, j'avais des modèles en tête qui ne correspondent plus du tout au modèle que l'on a aujourd'hui. Et pour moi, c'était un développement. Un développement en chambre, donc avoir le plus de chambres possible, avoir développé la restauration, développer tout ce côté qu'on appelait auparavant spa, avec des piscines, des soins, des saunas, du matériel, enfin plein de choses comme ça. L'idée c'était de faire plus. Et ça, c'est parce que j'avais en tête des modèles, un petit peu des mentors autour de moi. Alors pas sur la région, mais plutôt en Alsace où j'ai grandi, où j'avais des modèles de famille comme ça qui ont pu se développer à outrance. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques années, puisque le premier gros investissement pour nous, c'est 2007 quand on a racheté l'établissement, et ensuite 2012. Donc, on s'est énormément endetté. Dans quel but, justement? Dans le but de se développer, en fait. En fait, il fallait devenir une destination. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute des cartes à son jeu. Exactement. En disant, vous allez venir pour le spa, vous allez venir pour machin. Et on rajoute des cubes, on ajoute plein de choses, en fait. Et aujourd'hui, je pense que pendant une douzaine d'années, je me suis trompé. Dans ma stratégie. Parce que c'était l'idée, c'était de faire plus. Mais c'était un modèle dans l'hôtellerie et la restauration dans les années 80, 90, qui a culminé dans les années 2000. Complètement. On pense à des empires, Georges Blanc, voilà, des gens qui ont monté comme ça des villages quasiment. Oui. Mais c'était
pour moi, c'était une erreur. Enfin, c'est une erreur maintenant quand j'y repense. Si je devais refaire les choses, je ne les ferais pas de la même manière. Mais d'un autre côté, peut-être que sans être passé par là, j'aurais pas eu le même cheminement. ouais, pas la conscience aujourd'hui de... Aujourd'hui, je me rends compte que cette maison, il faut pas faire plus grand. Il faut faire plus petit et mieux. On va venir justement à ce qui vous a mené à cette réflexion, mais au moment de faire plus, vous choisissez de vous endetter lourdement. La projection, elle est de combien de temps quand vous décidez, dans les années 2010, justement, de continuer justement à développer la... Alors la projection, quand on investit comme ça, on investit sur 15 ans, on investit sur 20 ans, donc c'est quand même des choses qui sont assez lourdes. Et puis on construit des nouvelles choses, mais on peut oublier aussi que ce que l'on a dans les mains, avec le temps, va aussi générer obligatoirement de la rénovation, des nouveaux achats et des nouveaux investissements. Donc on rentre dans une spirale d'investissement où on peut parfois suffoquer en fait. Ouais. Olivier Belin disait ça, il me disait ça dans l'épisode précédent, il disait c'est bien gentil d'investir, mais à un moment il faut penser au fait qu'il va falloir entretenir. Exactement. Et c'est vrai que c'est une donnée toute simple, mais à laquelle on pense pas forcément. Il y a investir, mais il y a entretenir. Ouais. Et on a cette difficulté-là, surtout dans des environnements un peu exposés. Finistère Nord, où on parle d'Olivier Belin qui est aussi à la pointe du Finistère. Ouais. Il faut venir chez nous. C'est pas simple. Moi, je dis souvent, on oublie un point, c'est que le Finistère, on pourrait le qualifier d'insulaire. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il est loin. Ouais. Il est loin, le Finistère. Et quand vous allez à Paris et échanger ou dans des grandes agglomérations urbaines et qu'on vous dit, bah regardez, voilà, ma maison fait les choses bien, venez voir, venez nous voir, venez nous connaître. Et la réponse est toujours la même, mais vous êtes loin. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit rester en tête. Oui, on est loin et il faut obligatoirement penser local en fait. Penser local dans tout ce qu'on fait au quotidien avec les produits, mais aussi s'adresser à la clientèle locale. On va voir comment vous êtes arrivé à tisser ce maillage, parce qu'il est pas évident justement quand on a cette ambition, quand on grossit souvent et qu'on veut justement rayonner, ce qui était votre première intention justement. Oui. On se coupe un peu en général des locaux qui se disent ça ne regarde plus, c'est pour les touristes. C'est pour attirer les gens qui viennent de loin. Est-ce qu'au début, quand vous avez fait ces investissements, que la maison a pris plus d'ampleur, est-ce que vous avez quand même vu des résultats? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, ça marche un petit peu, ça attire les gens, ou finalement, rétrospectivement, vous dites, ça n'a pas... Alors non, notre clientèle majoritaire ont été les Bretons. Ah ouais. Voilà. C'est peut-être une chance. C'est vrai que dans mon idée, je parlais tout à l'heure de destination, c'était devenir une destination, mais j'ai compris au fur et à mesure des années qui passaient que notre clientèle majoritaire était des gens qui venaient du Finistère, un petit peu du Morbihan, un petit peu du 22 et voire des Rennais les week-ends. Mais en fait, c'est là que j'ai compris qu'il fallait réellement travailler avec le réseau local. Dans les années 2010, on a donc des chambres, un restaurant, une cuisine plutôt traditionnelle. Un spa, pas encore, si? Un spa à partir de 2012. Ouais. C'est tout? Et c'est tout, et toujours cette activité traiteur qui nous permettait de pouvoir répondre à nos investissements en fait. Donc on est sur un gros navire quand même. On est sur un gros navire. Un gros navire. On est vite monté à une quarantaine de collaborateurs à partir de 2012-2013. Donc ça a été très vite. Et ensuite il y a cette étoile qui est arrivée, qui a mis une sorte de coup de projecteur sur la maison. Où là, encore une fois, avoir une étoile, ça peut... C'est un effet de levier, mais cet effet de levier, il faut le maîtriser. Il faut l'assumer. Donc, je pense qu'à l'époque, à la période où on a eu notre étoile, Solène et moi, on était encore fragiles parce qu'on était jeunes, parce qu'on venait d'investir. Donc, tout se bouscule, les choses vont très vite. Il faut quand même répondre à la demande. Il faut... Parce que là, la fréquentation augmente significativement, vous le percevez. Eh bien oui, parce qu'en 2012, la fréquentation a augmenté énormément. On avait un taux d'occupation à l'époque qui était de 50% à l'année avant la construction de notre premier spa. Une fois que ce spa a ouvert, on est passé à 70-75% de taux d'occupation, plus l'étoile Michelin qui est arrivée derrière. Donc on avait vraiment un rythme très important. Il fallait développer les équipes, il fallait continuer à maîtriser l'outil, mais il fallait quand même penser à ce qu'il fallait faire pour... En fait, on s'est fait prendre par ce cercle de l'investissement où on n'en avait jamais assez, en fait, pour pouvoir
faire face à notre endettement. Et c'est là où on a aussi décidé de créer une autre unité de restauration plus accessible, le bistrot, en 2016. Une deuxième table pour pouvoir accueillir un petit peu plus de personnes et pour pouvoir rentabiliser un petit peu le lieu, ce qui veut dire développer à nouveau les équipes, développer des produits différents. Alors on a testé, c'est comme cette histoire de brunch. Aujourd'hui on a un brunch le samedi midi et le dimanche midi, c'est complet 1 mois et demi à l'avance. Mais je me souviens qu'en 2016, quand on a commencé à faire les brunchs et que les collaborateurs me disaient Nicolas, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça, en fait? Un brunch dans le Finistère. Et pour la petite histoire, les premiers brunchs, pendant 3, 4, 5, 6 semaines, j'invitais des clients et des amis à venir manger pour avoir du monde dans la salle, en fait. Ouais. Forcément, c'est de la prise de risque, mais on y va au quotidien, en fait. On y va à tâtons. On sent pas. On peut changer un petit peu la stratégie en fonction de ce qui se passe réellement. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte aussi que cette intention de vouloir grandir, de vouloir devenir une destination, de vouloir faire briller cette maison en construisant, en développant, c'était peut-être pas la bonne. Ce qu'on décrit là, c'est un mouvement qu'on a beaucoup observé dans la restauration et il y a un peu comme une fuite en avant. On se dit que comme on a créé telle unité, il va falloir développer aussi celle-ci pour générer du flux pour la précédente. Voilà. Et en fait, ça s'arrête pas. On est dans une boucle, on est vraiment dans cette fuite en avant. Mais comment on dort dans ces moments-là? Parce que moi, je pense à vous. Moi, j'ai une chance extraordinaire. Il peut m'arriver quoi que ce soit. Je dors bien. La seule responsabilité qui m'habite, en fait, c'est de me dire au quotidien, Nicolas, tu as aujourd'hui 80 personnes autour de toi et ces 80 personnes, c'est toi qui dois assurer. C'est une forme de responsabilité. C'est ma plus grande responsabilité. Ouais. Elle est là. Et c'est vraiment la seule chose, la seule étincelle que je peux avoir le soir quand je rentre à la maison ou le matin quand je me lève. Il y a que ça qui peut c'est pas un dérangement, c'est pas quelque chose que je porte ou quelque chose qui est lourd, mais c'est ma responsabilité au quotidien. Et ça, vous l'avez toujours dit depuis que vous entreprenez, depuis que vous êtes à la tête de l'entreprise? Ah ouais, ça vous a habité toujours. Okay. Ça m'a toujours, je suis très concerné par les personnes qui travaillent autour de moi. Ouais. C'est pas mal d'avoir cette valeur en bandoulière quasiment depuis le premier jour. Mais est-ce que vous avez traversé, parce que là vous décrivez ce déploiement, cette espèce de volonté de croissance pour répondre à une prétendue volonté d'évolution. Vous êtes passé par des stades qui ont dû être un petit peu, j'imagine, par des stades de questionnement. Quand on connaît ce que vous êtes aujourd'hui, et on va y venir forcément, et la manière dont vous entreprenez ici aujourd'hui, on est sur une méthode, ou en tout cas une vision très 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 différente. Donc comment vous avez vécu ces quasiment 10 premières années qui sont un petit peu à rebours et encore une fois on va le découvrir, de ce que vous faites aujourd'hui. On se dit, moi connaissant l'histoire, ça devait être un peu inconfortable. C'était inconfortable et physiquement assez éprouvant en fait. Ouais. Parce que c'était énormément de travail, énormément de pensée au quotidien en fait. La charge. De charge, voilà. En fait, c'était de la charge mentale. Quand on a cette charge mentale, c'est quelque chose qu'on a au quotidien et c'est quelque chose qui peut nous miner un petit peu. C'est dangereux en fait parce que ça nous empêche de réfléchir, ça nous empêche de créer, ça nous empêche de plein de choses en fait, cette charge mentale, parce qu'elle prend beaucoup de place. Et c'est compliqué parce qu'on se pose des questions sur soi-même aussi. On se dit, mais Nicolas, est-ce que tu as la capacité à faire tout ça? Est-ce que c'est toi qui est pas assez vif? Est-ce que c'est toi qui est pas assez peut-être intelligent tout simplement? Est-ce que t'as pas les bonnes méthodes de travail? Est-ce que tu es tout simplement pas bon? Donc on se pose toute cette question, ces questions. Et dans une grande solitude, et c'est hyper intéressant de parler de ça parce que la charge, et là on parle souvent de charge mentale et parfois on l'entend et on le perçoit comme quelque chose de ok, il y a un peu de boulot, il y a un peu trop de boulot, mais en fait ça empêche de tout, c'est fatigant, ça empêche d'entreprendre. Oui. Ça empêche d'entreprendre correctement, avec agilité, souplesse, envie, enthousiasme. Complètement. La charge mentale pour l'entrepreneur, c'est très compliqué. Et on est seul. Oui, on est seul. On est seul. Mais cette solitude,
Je pourrais dire que je la vis encore aujourd'hui, en Ouais. fait. Hein. Elle est encore présente, mais je la gère de manière différente. Mais c'est ça. La solitude, c'est le propre de l'entrepreneur de toute façon. Et donc, à ce moment-là, il faut faire le tri entre ce qui nous submerge et ce que l'on doit vraiment faire. Oui. C'est quoi les tips? Et on va y venir parce qu'on va venir justement au temps présent. Mais rétrospectivement, vous feriez quoi différemment? Je parle pas de la gestion de la structure, on va y venir et on va voir. Mais à titre personnel, pour gérer votre quotidien, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez aimé savoir ou faire plus tôt pour vous alléger justement? J'aurais déjà voulu savoir comment moi je fonctionnais moi-même, en fait. Avoir compris son fonctionnement, c'est essentiel. Parfois, on passe une vie sans le savoir, hein, ça. Oui, je pense qu'il y a des gens qui passent une vie sans le savoir. Ouais. Et en fait, on passe à côté de plein de choses. Et on le découvre comment alors? Vous l'avez découvert comment? On le découvre tout simplement en s'entourant, en travaillant sur soi, mais avec, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des coachs, ça peut être avec, il faut se connaître, en fait. Il faut savoir qui on est, quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses, les reconnaître, les accepter, parce que ça, c'est pas si simple, savoir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on ne l'est pas. Et puis, au final, c'est s'entourer et c'est s'imposer aussi un rythme de vie, un chemin de vie, en se disant, ok, moi, je suis capable de faire ces choses-là, mais je suis pas capable d'en faire d'autres. À tel moment, je dois prendre du temps pour moi. À tel moment, je dois prendre du temps pour l'entreprise. Donc, c'est une sorte de répartition, d'alignement qu'on doit faire d'abord avec soi-même pour être juste avec soi-même et pour pouvoir être juste avec les autres ensuite. On se parle de la recherche d'un équilibre et on va en venir à la charnière qui vous a fait prendre conscience de ça. À un moment, le contexte qu'on a tous connu, Oui. mondial, vous Oui. fait dire stop, c'est fini, le Covid arrive, Oui. il faut arrêter, monsieur. Et donc c'est là que s'arrête cette première finalement course que vous avez entamée, cette première foulée Oui. entrepreneuriale. Vous êtes mis à l'arrêt. C'est vraiment comme une sorte de mise à pied. Vous l'avez vécu J'ai vécu particulièrement. cette période. Alors, ça a été, j'ai envie de dire que les premières 48 heures ont été comme un choc, en fait, vécu Ouais. comme un choc avec beaucoup de peur et de se dire, Qu'est-ce qu'on va faire? qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Ouais. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Et au final, j'ai eu, je sais pas, j'ai fait cette galipette très, très rapidement où je me suis dit, mais non, en fait, prends le temps, maintenant, de te poser et de changer et de savoir ce que tu veux vraiment. J'y pensais hier à cette histoire de galipette là. Oui. Qui vous caractérise assez parce que c'est une galipette qui dit prend le temps mais qui en fait d'une énergie, un rebond, un Oui. sursaut Ouais. qui est extrêmement quasiment brutal. En 48 heures, vous vous retournez et on va l'apprendre et vous allez nous le raconter. Mais en fait, vous, on vous arrête et en fait, en 48 heures, vous surenchérissez, vous dites OK, très bien, du coup, on va tout renverser. Ouais. C'est un peu comme un électrochoc. Vraiment. Et j'ai fait cette galipette, cette culbute très rapidement. Et c'est là où je me suis dit, vraiment, prenons ce temps pour changer les choses de manière la plus radicale possible, en fait. Alors voilà, on y vient. Parce que moi, j'ai entendu plein de gens dire, prenons ce temps, essayons de voir la vie autrement. Ouais. Et puis pour 18% de l'humanité, la vie a repris et globalement à peu près de la même manière que celle dont on parlait dans le monde d'avant. Alors vous vous êtes dit, prenons le temps pour tout renverser et Pour tout tout repenser. renverser. Oui, alors pendant le Covid, il y a plein de gens qui ont un petit peu changé de vie. On a toujours ce cliché de dire, le cadre dynamique parisien C'est mis à la céramique. qui s'est mis à la céramique ou qui est parti élever des chèvres. Bon, en fait, moi, j'ai décidé de changer, mais de changer sur mon lieu et de changer le lieu. De l'intérieur. De l'intérieur. Mais tout ça, sur tout ce temps du Covid, en fait, c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que de prendre soin de soi avant les autres était essentiel pour pouvoir passer les étapes et pour pouvoir construire, créer et tout simplement être meilleur en fait au quotidien. C'est la clé et c'est le fil que vous avez tiré. Mais il faut nous l'expliquer justement. Qu'est-ce que c'est prendre soin de soi? Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent, des chefs, des restaurateurs. Commencer par soi, Oui. Ça veut dire quoi? Vous êtes retrouvés en famille au bout de 48 heures de terreur. Vous vous êtes dit, OK, faisons quelque chose de ça et commençons par... Enfin, faut que tu commences par toi, en vous parlant à vous-même. Ouais. Vous avez fait quoi? J'ai commencé à m'occuper
en fait, déjà de mon corps, de mon organisme, en changeant d'alimentation de manière radicale, en végétalisant mon alimentation. Je me suis hyper documenté sur tout ça, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des séries, que ce soit dans des documentaires, en fait. Quel rapport, nous, on devait avoir à la nourriture, qui était un sujet important pour moi, puisque j'étais quand même cuisinier. Mais ça crée un paradoxe, parce que là, vous étiez en cuisine, vous aviez eu une étoile, et finalement, peut-être pour la première fois, vous interrogiez vraiment le sens que devait avoir l'idée de se nourrir. Voilà, je remets en question tout ce que je faisais au quotidien, en fait. Et cette curiosité a développé chez moi ce besoin d'aller plus loin, de comprendre, et de comprendre aussi qu'il y avait des champions du monde qui pouvaient être végétariens, et qu'en fait, on pouvait vraiment changer toute notre alimentation pour faire marcher notre organisme et notre corps différemment. Et se nourrir en conscience. C'est ça. C'était vraiment cet apprentissage. Quand on parle de conscience, on parle de soi, on parle de l'environnement, on parle de plein de choses. Exactement. C'est plein de points. Donc, quand on parle du Covid, on parle aussi forcément de l'environnement, enfin de la mondialisation, de tout ça. Donc, c'était revenir à des choses essentielles, basiques, qui me faisaient du bien, sur cet aspect nourriture. Et ensuite, c'était comment on fonctionne au quotidien. Pourquoi on va prendre une demi-heure le matin ou une heure pour faire du sport au réveil, pour méditer un petit peu, pour faire quelques séances de yoga. En fait, c'est juste pour ralentir. C'est ça, ralentir et s'occuper de soi. Vous l'étiez jamais dit ça avant? Jamais. Non, jamais. Donc, du jour au lendemain, femme et enfant vous ont vu vous asseoir sur un tapis, commencer à faire du yoga et tout ça. Vous en avez perçu les bénéfices tout de suite? Pas tout de suite. Ça a pris peut-être 3 à 6 mois pour comprendre en fait que ça me faisait du bien. Mais pendant 3 ou 6 mois, vous êtes astreint à cette discipline. Je me suis astreint à cette discipline. Au début, c'était pas évident parce que j'avais pas le même mode de fonctionnement que mes enfants ou mon épouse qui continuait à se nourrir de manière classique, on va dire. Mais j'ai vraiment été happé par tout l'environnement, en fait. Enfin, je me suis intéressé aux problèmes climatiques, je me suis intéressé aux problèmes de santé, je me suis intéressé comment devait fonctionner le corps humain, de quoi on avait besoin pour avoir une énergie stable au quotidien. Je me suis intéressé au développement du personnel, qui j'étais vraiment, quels étaient mes points forts, quels étaient mes points faibles. Et pourtant, je reste une personne qui a une idée à la minute et qui dépense une énergie folle au quotidien parce que j'en ai besoin, parce que ça me nourrit. Mais j'ai appris à me nourrir, que ce soit physiquement ou mentalement, de manière différente, beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable, beaucoup plus engagée. Ça, c'est une évidence, très engagée même. Mais sincèrement, j'ai vraiment pris conscience pendant cette époque que j'avais fait et qu'on avait tous fait ces 30 dernières années, des erreurs qui, pour moi, sont capitales, tant sur notre manière de fonctionner, de voyager, que de se nourrir, que de manager et que de tenir une entreprise. Parce que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une course à l'investissement, c'est un cercle vicieux où, en fait, on oublie un paramètre qui est essentiel, c'est l'humain. Donc vous vous dites, ok, à partir de là, on va repenser les choses. Ce moment-là, vous le vivez tout seul, vous le nourrissez. Enfin, vous êtes en famille, je veux dire, mais vous êtes dans l'isolement du Covid. Vous le nourrissez comment? Vous êtes sur Instagram, vous lisez des bouquins, comment vous nourrissez justement ce savoir et cette nouvelle culture que vous découvrez? On a l'impression que vous avez ouvert une porte et que là, pour le coup, vous êtes dit... C'est complètement ça. Ouvrir une porte où il y a une grande lumière qui nous accueille, en fait. Et oui, c'est des documentaires, des séries Netflix, des documentaires sur qu'est-ce que l'élevage de poissons génère, pourquoi aux États-Unis on élève autant de bovins pour justement pour obtenir cette viande qui au final n'est pas bonne, qui pollue, mais pas que les États-Unis, mais qui pollue aussi toutes les forêts amazoniennes. Enfin, c'est tous ces petites informations qui me font réagir et qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On est juste en train de détruire tous nos lieux de vie pour un modèle économique d'industrialisation, mais qui ne fonctionne pas et qui n'a juste pas de sens en fait. Tout va dans le quel est le bon sens? Qu'est-ce que c'est le bon sens? Il y a une prise de conscience d'un maillon. Là, j'ai l'impression que vous nous décrivez le fait que vous dites, mais en fait, il y a une chaîne là. Et moi, je suis un maillon. Et moi, là où je suis, je peux faire un truc. Exactement. À une petite échelle. Je dis souvent que tout ce que l'on fait ici au quotidien, c'est vraiment une petite aiguille dans une énorme
botte de paille. Et souvent, je fais ce rapprochement-là. Je me dis, mais là, tu es là, Nicolas, dans le Nord Finistère. Hein. Tu fais tout pour être le plus engagé possible, pour protéger ton environnement, pour protéger les gens qui sont autour de toi. Et puis, hop, on va switcher, on va regarder un reportage à la télé, et puis on va voir des plages à Bali souillées par du plastique. Et même moi, des voyages que j'ai pu faire en Asie, que ce soit au Vietnam, en Thaïlande, et heureusement que j'ai fait ces voyages, parce que quand on se retrouve sur une plage avec des milliers de touristes en train de manger des aliments qui sont suremballés, en train de voir des gens qui sont avoir une pauvreté vraiment, et quand on va se baigner dans une mer ou une plage qui est complètement souillée par du plastique, par plein de choses, on dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu participes à la destruction d'un lieu. Mais c'est ça qui m'a interpellé. Et c'est là où je me dis mais Nicolas, toi tu génères un flux touristique, c'est ton désir de faire venir des clients chez toi, de faire découvrir le Finistère Nord, quel va être ton impact en le faisant? Et c'est pour ça que moi j'ai été alerté par ça, par ces voyages. C'est un déclic en fait. Je me suis dit mais moi je veux faire du tourisme, oui, je veux faire découvrir notre région, mais je ne veux pas ça. Alors c'est marrant et je vais décrire la manière dont on est arrivé ici et quand on s'est rencontrés. C'était hier, on a visité et vous nous avez fait visiter très gentiment les lieux et on a commencé par un lieu dédié au bien-être et c'est très symptomatique et j'en parle pour que les auditeurs comprennent et ça donne le là je trouve. Ce lieu est donc en travaux. Avant il y avait une piscine, des choses comme ça. Là on est en train de recouvrir cette piscine. Il va y avoir des sièges qui donnent derrière la baie vitrée sur une vue magnifique et j'aime bien la manière dont les sièges ont été décrits, donc ils sont conçus par quelqu'un qui travaille à côté avec un bois qui a été récupéré d'une tempête à côté. Les matelas sont faits avec une laine qui vient du Finistère et là on se dit ok, en fait cet homme va au bout de tout et il est capable de parler de la laine qu'il y a dans son matelas et de la justifier parce qu'elle vient d'à côté. Ça en dit long. C'est tout simplement exactement la même pensée qu'un chef de cuisine engagé quand il construit son assiette. Quand on construit une assiette, on va la construire avec une assiette qui va être réalisée par des mains, avec pourquoi pas de la terre locale, comme on peut avoir ici aussi. On va y mettre dans cette assiette de la nourriture la plus saine possible, la plus locale possible, et surtout des ingrédients qui ont un visage. Quand je dis ingrédients qui ont un visage, c'est que quand on met quelque chose dans une assiette, on sait qui a travaillé, d'où il vient et quelles mains l'ont produite en fait. Et ça, ce parallèle-là, il peut être fait dans l'intégralité de nos métiers. Et c'est avec cette intention que vous êtes revenu dans le match, en fait, après le Covid. Vous avez dit, ok, on va tout prendre, tout ce qu'on a ici, on va soulever tous les terrains et on va les passer par ce prisme. Oui. Comment ça a démarré? Vous avez mis comment on met en place? Parce que je pense à ceux qui nous écoutent. Je pense qu'il y a souvent chez les chefs, chez les restaurateurs, chez les gens qui gèrent un établissement, un vertige à se dire « mais comment on peut prendre les choses? Par quel bout on peut prendre les choses ?» C'est des gestes au quotidien d'abord. C'est des comportements au quotidien. Je reviens encore une fois sur deux mots que je prononce souvent, mais c'est encore une fois le bon sens. On a commencé tout simplement par faire du tri dans nos déchets, par réfléchir comment on pouvait diminuer en fait l'apport de déchets en diminuant les emballages, en produisant de manière différente. Je pense que ce qui nous a vraiment servi en fait, c'est ce point d'orgue à nous couper complètement de l'industrialisation. Je pense que c'est vraiment, si j'avais pas eu ce déclic-là, je serais peut-être pas là aujourd'hui en fait. Mais comment on fait? Parce que les approvisionnements en cuisine, l'industrie, on n'est pas là pour prôner l'autonomie, en l'occurrence, mais d'y tendre tout de même, c'est ce qu'on est en train de se dire. On va choisir tout simplement de commencer à utiliser plutôt du vrac, plutôt que d'acheter des petits conditionnements en sachets plastiques. Et on va se dire, aujourd'hui, je ne vais plus faire mes courses dans des grandes structures où tout le monde va faire ses courses, tous les restaurateurs vont faire leurs courses en France, mais on va aller directement chez les petits producteurs. Mais ça, c'est du temps et peut-être même un coût supplémentaire. Parce que métro, ça fait des économies. Voilà. Oui, mais cet engagement, il est... c'est un choix qu'on doit faire. Oui, c'est des coûts supplémentaires. Oui, c'est ne pas dépendre d'une centrale d'achat où tout le monde va acheter la même chose. C'est là où on vous dit, en fait,
vous vous isolez. Quand vous décidez de faire ça, vous vous isolez. Vous vous isolez du monde dans lequel on vous a appris à travailler, en fait. Ça veut dire s'isoler des grandes chaînes, ça veut dire s'isoler des centrales d'achat. Mais ça fait peur à plein de gens, ça, vous vous en rendez compte? Ça veut dire tout passe par vous, ça veut dire il faut tout mettre en place, ça veut dire que en fait le jambon il faut aller s'en occuper et c'est Michel, la truite c'est mais bien sûr, c'est votre comptable qui vous dit mais chef en fait ce serait pas plus simple de regrouper les achats parce que là des factures là, on en a des centaines lignes. en fait à traiter. Mais en fait c'est le luxe de demain, c'était ça pour moi en fait. Et vous l'avez mis en place. Et donc on l'a mis en place. On reprend tout. On reprend la cuisine, tout à zéro. Ok, ça. Alors, pour le coup, je pense à ceux qui nous écoutent. Il peut y avoir une forme de vertige, mais il peut y avoir une forme de stimulation énorme à se dire, attendez, là, on peut tout faire un peu autrement, repenser. C'est hyper satisfaisant. C'est rafraîchissant pour le coup. C'est rafraîchissant. C'est une drogue qu'on prend tous les matins, en fait, quand on le fait. Ouais. Vraiment. Parce que on se lève le matin en étant aligné et en se disant, je vais faire mon boulot, je vais le faire bien, en étant le plus engagé possible, en étant le moins impactant possible. Et moi, je dis toujours que tout ce que l'on fait au quotidien, que ce soit la construction des jardins, faire pousser un jardin, que ce soit aller fabriquer soi-même ses granolas, que ce soit faire ses boissons végétales, tout ça en fait, on apporte au quotidien de l'énergie positive dans tout ce que l'on fait. Ouais, et puis je pense qu'on se couche aussi avec le sentiment d'avoir accompli des choses qui ont un peu plus de sens et c'est très très stimulant et finalement vous engagez les gens à interroger le geste. Ok, ce plastique là que j'utilise pour filmer les choses, est-ce que je peux le contourner? Si oui, comment? Et comment on met en place? Donc on a compris que vous rentrez à nouveau dans ce lieu pour l'habiter avec une toute autre valeur et une envie d'interroger tout. Oui. Pour que les gens voient un petit peu et ceux qui ne connaîtraient pas ce lieu comprennent, il y a désormais une table gastronomique que je recommande, évidemment un bistrot qui est ouvert 7 jours sur 7 du matin au soir. Oui. Il y a donc cet espace bien-être qui est là pour l'hôtellerie puisqu'il y a une vingtaine de chambres. On a 30 chambres. 30 chambres. Oui. Il y a une boulangerie. Oui. Toutes ces activités donc ont été repensées. Enfin, tout est cohérent. Tout passe par le prisme des valeurs que vous avez. Mais comment vous avez mis ça en place petit à petit? Ça s'est écrit comment progressivement? Parce que ça paraît monumental en fait. C'est monumental, mais j'ai quand même autour de moi, voilà, j'ai des équipes, j'ai des personnes qui travaillent avec moi depuis une quinzaine d'années. Elles ont bien compris où est-ce que je voulais aller. Mais le Covid, c'était il y a 5 ans. Donc, vous êtes allé quand même assez vite, non? Oui, on est allé vite, mais parce que... Comment on met tout ça en place? Je sais pas, je le fais au quotidien. Comment on fédère des partenaires, par exemple? Comment on va... Parce que là, on se parlait tout à l'heure, parce que c'est assez symptomatique, de l'espace dédié au bien-être, en tout cas au corps. Et voilà, on expliquait qu'il n'y avait plus de piscine, mais qu'en revanche, il allait y avoir d'autres équipements. Comment on va voir son banquier pour lui dire, bon, en fait, vous savez quoi, on va faire ça? Comment on raconte cette histoire et comment on convainc une personne de suivre ces valeurs-là? C'est pas évident, j'imagine. On fait tout simplement un point sur la situation mondiale, en fait, sur l'état de cette planète, et on arrive vite à qu'est-ce que vous voulez de demain, en fait. Ah mais ça, déjà vous prêchez un convaincu, mais les banquiers, ils regardent surtout un taux de remplissage, un taux de rentabilité. Oui, donc c'est une bataille au quotidien. Ouais. En gardant ce côté, le monde d'avant, comme je le dis, il est encore dans ces structures, il est encore chez les banquiers, il est encore chez les investisseurs. Mais on est un peu dépendant d'eux quand même. Donc vous devez prêcher, vous avez dû prêcher. Oui, quand on se dit qu'on va réinvestir dans un lieu de bien-être totalement différent et qu'il faut 9 mois de négociation avec les banques, il faut tenir en fait. Il faut tenir son cap au quotidien. Il faut parfois être agressif. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'opposé de ce qu'on doit faire. C'est parce que aujourd'hui, il y a encore des structures et encore des gens qui comprennent pas comment ça doit fonctionner demain. Parce qu'on est encore dans un vieux système. Vous êtes gentil, monsieur Coirot, mais bon, le jacuzzi, ça fait quand même venir du monde et des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais il faut tout simplement expliquer les choses, ne pas essayer d'être trop convaincant ou radical. Mais il faut être tenace quand même. Ouais, il faut oser. Mais quand je reçois des décideurs dans la maison et que je leur explique, ils comprennent. Et c'est comme avec les équipes, en fait. C'est ce que j'allais vous demander, comment on emmène justement, parce que là, on a expliqué justement ce retournement, cette prise de conscience qui est la vôtre et celle de votre entourage proche, forcément, parce que votre femme et vos enfants, ils ont dû être solidaires de ça, j'imagine. Après, les collaborateurs, c'est quelque chose et le lieu doit se développer. Comment On explique au quotidien. C'est énormément d'énergie que l'on dépense au quotidien
pour accompagner, en fait, faire de l'accompagnement et faire comprendre le modèle que l'on est en train de suivre, mais surtout leur faire vivre à eux-mêmes le bénéfice de ce qu'on fait. Ils se trouvent où pour eux? Parce que quand on vous entend, on pense surtout, j'imagine, aux gens qui nous écoutent, je pense aux gens qui nous écoutent, on imagine surtout le temps que ça prend. Le temps que ça prend de mettre tout ça en place. Donc le bénéfice, au début, c'est pas la première chose qu'on voit. Il se trouve où pour les équipes, par exemple? Il se trouve tout simplement sur le fait de travailler sur un lieu qui a un engagement fort. Mais ça veut dire quand on vient au travail et qu'on est cuisinier, que l'on doit traverser un jardin pour venir au travail et qu'on passe 2 ou 3 minutes dans un monde végétal avant d'arriver. Déjà là, ça change les choses. Quand on arrive au travail et qu'on va remplir sa gourde dans une eau qui est filtrée complètement et redynamisée, on se déshydrate avec une eau qui est saine et ça change la donne. Quand on est capable de proposer à ses collaborateurs de prendre une demi-heure pour aller faire un peu de méditation ou un peu de yoga avec des thérapeutes qui viennent sur le site, ça change la donne. On se parle de conditions de travail. Est-ce que vous avez bougé, comme beaucoup de restaurateurs et de nombreux chefs, des plannings, des horaires? Est-ce que vous avez aménagé la semaine par rapport à ce qu'elle pouvait être avant? Complètement. Aujourd'hui, sur la table étoilée, on fait 7 services uniquement. Par semaine? Par semaine. Pas 7 jours, 7 services. 7 services. Donc ça, c'est du confort. Mais c'est aussi le confort de travail où les techniques fermentaires, notre bibliothèque de fermentation, comme je l'appelle, nous permettent de travailler différemment et de manière beaucoup plus posée, de manière beaucoup plus apaisée. Et toujours avec il faut se reposer la question au quotidien, en fait. Toujours. Rien n'est jamais acquis. Comment on fait? La fermentation, ça peut être un bon exemple de fil à tirer, justement, parce que vous avez basculé aussi, et vous avez fait basculer dans votre établissement, en tout cas votre table, dans une cuisine qui n'était pas celle que vous avez connue. Vous n'avez plus rien à voir. Et on se parle notamment de la fermentation. Quand on parle de la fermentation, je me mets à la place des chefs, on se dit, c'est du boulot, c'est un savoir, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Oui. Vous, c'est quelque chose que vous avez découvert, exploré, et qui est pas au centre, mais quasiment de votre démarche. Aujourd'hui, en tout cas, c'est symptomatique. Et il y a quelqu'un chez vous qui s'occupe de ça, et uniquement de ça. Et là, on se dit, mais attends, il paye un mec pour ne s'occuper que de ça. Comment on en arrive à ça? Deux d'ailleurs, ouais. Comment on en arrive à ça? Et qu'est-ce que ça produit comme effet? Parce que la fermentation, ça a, en fait, in fine, une forme de praticité. Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, que c'est beaucoup de travail. Hein. J'ai mis 2-3 ans à me former sur toutes ces techniques fermentaires. C'est énormément de temps, énormément de questionnement et d'humilité à avoir, parce qu'on peut très vite se planter en fait quand on ne connaît pas ces techniques-là, on comprend pas. Il faut apprendre des nouveaux goûts, il faut apprendre des nouvelles réactions. Vous l'avez fait comment ça? Vous êtes allé voir Magnus Nilsson et vous êtes... Non, j'ai été accompagné. J'ai travaillé longtemps main dans la main avec une personne qui s'appelle Shira, qui pratiquait un petit peu de fermentation aussi, et puis on a travaillé en commun en fait. C'était l'idée de se dire, voilà, elle faisait de la fermentation plutôt chez elle. Moi, j'étais dans un établissement où je devais répondre à cette position de chef de cuisine et à produire. Et on a travaillé plusieurs années ensemble en faisant vraiment ce laboratoire d'essai et comprendre comment on pouvait travailler avec le vivant de manière la plus identitaire possible avec notre territoire. Donc franchement, ça a été énormément de travail, beaucoup de fatigue, même de réflexion, fatigue intellectuelle. Et puis des doutes, j'imagine, cuisine, quand ça marche des pas. Doutes, et de voir ses équipes et se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire le chef en fait? Où est-ce qu'il veut nous emmener? Mais faut l'assumer ça, hein. C'est pas facile parce que non, c'est pas facile parce vous-même qu'en fait, vous avez embarqué votre établissement et votre cuisine vers quelque chose. Parfois vous dites, est-ce que je prends la bonne? Exactement. Et on est très regardé. Les gens se posent des questions et même ma femme se posait les questions et même des personnes qui étaient à côté de moi. Je sais qu'à l'époque j'avais un chef exécutif, j'avais un second parce que j'étais encore dans cette dans cette utopie de croire que il fallait avoir des cuisinier extrêmement bon en technique pour réussir demain. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, le métier de cuisinier, c'est pas ça, en fait. C'est pas une
technique extrême. Être cuisinier aujourd'hui, c'est des valeurs de bon sens, d'instinct et cette notion de plaisir. Quand ces 3 paramètres sont rassemblés, aujourd'hui, dans mon équipe en cuisine, j'ai des gens qui n'ont jamais fait d'école hôtelière et qui ne sont jamais passés par une autre cuisine, mais qui sont chez moi aujourd'hui, qui ont fait des études complètement différentes. C'est des gens curieux, éveillés, qui comprennent et en fait, ils apprennent au quotidien des méthodes qui sont différentes. Et je dis ça souvent, quand un cuisinier qui arrive d'une maison classique arrive chez nous, encore pas plus tard qu'hier, j'en discutais avec Noé, qui travaille avec moi depuis 6 mois. Il me dit, mais chef, pendant 3 mois, mais j'étais complètement perdu. Ça a été pour moi très difficile parce que je ne comprenais pas la manière de travailler. Aujourd'hui, Noé, il s'éclate. Il adore le travail que l'on fait au quotidien. En plus de ça, c'est une personne, il est végétarien et il prend beaucoup de plaisir, mais parce qu'il a compris, en fait, ce système de travail. Il faut le comprendre. Il est pas simple à comprendre. Ça prend du temps. Et la démarche que vous avez, justement, développée au travers de la fermentation, elle est symptomatique de ça. Vous avez donc passé des années à tenter, et vous y êtes parvenu, de maîtriser ce savoir, à le partager, à le faire comprendre et à essayer de montrer aux autres que ça pouvait avoir un intérêt. Est-ce que cette démarche que vous avez vis-à-vis du produit, de s'interroger, d'aller plus loin, d'explorer, elle a infusé aussi dans votre manière d'envisager l'organisation de la cuisine? Vous parlez de vos collaborateurs, en l'occurrence. On a parlé de second. Vous avez parlé de chef exécutif ou de second. Est-ce qu'on en est là encore aujourd'hui? Parce que non, ça, parce c'est que des j'ai termes... repensé cette organisation de cuisine, en fait. Voilà. C'est très difficile dans nos métiers. Il y a quelque chose que j'ai toujours eu du mal à supporter, moi, en tant qu'humain, en tant que personne, c'est la hiérarchie. Et j'ai toujours eu du mal avec ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui, dans la hiérarchie... Je pense que c'est un peu on va dire peut-être un trauma d'enfance, parce que mon papa était commissaire de police. Et avec cet aspect militaire que j'ai toujours eu du mal à accepter. Et je pense que c'est quelque chose qui reste un marqueur chez moi et que j'ai eu envie vraiment d'enlever, en fait, dans mon quotidien, et de se dire comment aujourd'hui on peut gérer une maison sans avoir cet aspect chef, hiérarchie et tout ça qui est trop présent. On vous appelle chef? Tout le monde ne m'appelle pas chef. Alors pendant le service, souvent à l'annonce des bons, ils vont m'appeler chef, mais au quotidien, c'est plutôt Nico ou Nicolas, en fait, pour tout le monde. Donc c'est comment aujourd'hui faire fonctionner une cuisine sans hiérarchie, avec un management qui soit à l'horizontale. Et comment on fait pour faire ça? Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire, vous êtes gentil, mais à un moment, souvent on entend c'est horizontal, mais à un moment il y en a un qui doit trancher, et c'est moi. Et voilà, c'est un peu ça la règle la plus moderne que j'entends, c'est bon, on est tous à peu près, tout le monde a son mot à dire, mais à la fin c'est moi qui tranche. Est-ce que c'est juste ça ou est-ce que c'est plus que ça? C'est plus que ça. Et ça se traduit comment? Parce que l'horizontalité, ça peut très vite être synonyme de bordel dans l'esprit des gens. Non, parce que d'abord il faut apprendre à faire confiance. Il faut comprendre la personne que l'on a en face de soi, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a envie de faire comme chemin, en fait, quel plaisir il trouve à venir travailler au quotidien. Mais ça, c'est des questions que vous posez à vos collaborateurs avant qu'ils arrivent, par exemple, ou pendant, ou vous les voyez pour vous? Alors, en entretien, oui, je vais leur demander, bien entendu, pourquoi ils ont envie de venir dans la maison. Je vais leur poser la question, qu'est-ce qui vous va chez vous et qu'est-ce qui vous va moins? On a tous des plus, on a plus de moins. Sur quoi vous avez envie de travailler personnellement? Mais genre, ils vous répondent vraiment, sincèrement, à ces moments-là? Moi, je pense que oui. Ouais. Et à partir du moment où on est sincère avec eux, je pense qu'il y a de la sincérité en retour. On construit cette relation humaine avec les plus et les moins de tout le monde. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer le management, en comprenant l'autre et quelle personne on a en face de nous. Il y a un paramètre que l'on peut pas enlever, bien entendu, c'est le fonctionnement économique d'une maison. Ça reste une entreprise. Ça reste une entreprise à but commercial. Mais je reviens sur cette phrase que je viens de prononcer, entreprise à but commercial. Mais je crois que mon entreprise aujourd'hui, je la drive au quotidien, pas pour un but commercial, mais pour un but d'engagement et de valeur. Et c'est ce que je dis toujours, mon intérêt, c'est pas... Je suis pas là pour gagner de l'argent, je suis là pour montrer que l'on peut changer notre métier, qu'on peut faire les choses différemment. Et un petit peu comme cette notion de partage de valeur, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour mieux vivre, pour un mieux-être, pour faire un bon travail, pour plaire, bien entendu, à notre clientèle. Mais l'objectif, il n'est pas de
si je devais gagner de l'argent, ou si je voulais gagner de l'argent, Vous feriez pas les choses comme ça. je serais pas là aujourd'hui en fait. Et mon souhait c'est autre chose en fait. C'est tout simplement dire qu'on est capable de mener une entreprise de 80 personnes de manière la plus humaine possible. Comment ça se traduit concrètement l'horizontalité sur le temps d'un service, par exemple? Est-ce qu'on en a une représentation? Est-ce que quand on vient chez vous, moi je connais la réponse, mais est-ce que quand on vient chez vous, on a des choses que l'on peut percevoir qui démontrent cette horizontalité-là? Bah oui, je pense que déjà c'est l'apaisement de chacun en fait, de tous les collaborateurs qui sont là. C'est de changer tout simplement ce modèle de cuisinier où vous avez un chef de partie poisson qui va travailler avec un commis, avec et il y aura un saucier à côté, quelqu'un en garde-manger, quelqu'un à l'entremet. J'ai fait sauter tout ça en fait. On n'est pas organisé comme ça du tout. Comment ça marche du coup chez vous? Eh ben, en fonction de l'expérience de chacun, il y a un cuisinier qui va avoir un plat, un autre qui va en avoir 2, un autre qui va en avoir 3. On crée des verticales dans le menu. Et Exactement. ça fait des lignes. Il y a la ligne de C'est ça. Damien, la ligne de Voilà. Sophie, la ligne de... Exactement. Et étant donné que les plats ne sortent forcément pas tous en même temps, eh ben tout le monde va se décaler pour aider l'autre. Donc en fait, chacun a la responsabilité d'un plat ou 2 plats ou 3 plats. Celui qui a la responsabilité du dernier, il attend, il est rejoint Et par ben tous il les va copains. aider, il va aider les autres au En amont. départ, et puis les autres quand ils auront fini, ils vont aller et voilà. Et ça marche très très bien. Et ils participent aussi au service. Et les cuisiniers chez nous vont servir leur plat en salle parce que je crois que Ils vont au bout de la démarche. ils vont porter leur assiette. Ouais. Il y a rien de plus frustrant, je pense, que de créer une assiette, de mettre toute son intention et tout le plaisir d'un cuisinier dans la création d'une assiette et de la voir partir toute seule. Vous parlez de création, c'est autre chose. Faire ce qu'a demandé le chef, être responsable d'une assiette, c'est déjà beaucoup. Là, vous parlez de création. Il crée, comment vous les impliquez dans le processus créatif, justement, de vos menus? Et pour le coup, la créativité, elle est là dans toutes les assiettes. Alors, moi, je vais donner toujours un petit peu des envies avec les produits avec lesquels je veux travailler et surtout sur les associations de goût. C'est vrai que c'est quelque chose que je garde. Mais en fait, un cuisinier, il va créer cette assiette à chaque service, à chaque client, parce qu'il va contrôler la sauce, il va contrôler le goût, il va contrôler la texture, il va contrôler la cuisson. C'est une création quotidienne. L'alimentation vivante qu'on propose, la fermentation, ce ne sont pas des produits industriels. Oui, mais l'assiette, c'est vous qui l'avez pensé. Oui. Vos collaborateurs, ils n'interviennent pas forcément dans ce processus. Sur les dressages. Ah oui. On va goûter. Un plat, quand on fait un plat, je vais me mettre un petit peu en cuisine avec eux et puis je vais commencer à créer ce plat. Et puis, on va être 2, 3, 4 personnes et on va le goûter, on va se poser les questions, on va regoûter, on va mettre le plat à la carte. Vous avez souvent des moments comme ça? Ils sont ritualisés, organisés, ou c'est quelque chose qui se fait dans le flot de l'activité? Ils sont pas organisés parce que moi j'ai ça, je fonctionne que comme ça en fait. C'est un instinct, une étincelle, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est comme ça. Ouais. Je vais pouvoir peut-être, je sais pas, je vais avoir un programme, des réunions, des choses comme ça, et à un moment je vais me dire, bah non, en fait, tiens, là il va falloir que tu sois là et que tu crées ça parce que tu as eu cette idée. Et vos collaborateurs, ils doivent se dire, il faut être tout le temps là parce qu'on peut louper un truc. Oui, alors ça fait sourire tout le monde parce qu'ils disent que le chef est ingérable, mais il est où? Il est parti parce que là il a eu une idée avec du céleri. C'est ça, c'est un petit peu ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut apprendre à travailler avec les plus et les moins de chacun. Moi, j'en ai plein des moins, mais j'ai aussi beaucoup de plus. Là, on est en train de discuter ensemble. Pour moi, faire 1 heure d'échange, c'est un effort de concentration qui reste très difficile pour moi. Et au quotidien, je travaille sur ça, en fait, sur la concentration, parce que c'est ma petite faiblesse. Mais c'est aussi pour ça que je suis quelqu'un de créatif et quelqu'un qui réagit très vite à la minute. Donc, on a tous des plus et des moins. Mettons tout ça dans une entreprise avec cette valeur humaine et il faut échanger. Et on passe du temps à échanger, à discuter. Et tout ça, c'est de l'enrichissement de valeurs humaines. Pour conclure, une question que les gens se sont peut-être posées, parce que à l'écoute de tout ce qui est mis en place,
le bouleversement d'un mode de fonctionnement cuisine, une approche peut-être plus long-termiste. Quand on parle de fermentation, c'est des choses qu'on investit qui peuvent nous servir dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous avez démontré qu'économiquement c'était viable, cette affaire, parce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est bien joli de dire moi mon but c'est pas de travailler pour l'argent. Non, en revanche, il faut quand même valider son système. Est-ce que vous, aujourd'hui, après ces quelques années, parce qu'on se parle d'une poignée d'années dans le revirement, vous y croyez fermement ou vous l'avez démontré qu'économiquement... J'y crois fermement, je l'ai démontré. La seule pression que je peux avoir, on revient en arrière, c'est mes 10 ou 12 ans d'erreur du passé sur ma mauvaise stratégie du départ, qui était de se déployer à outrance et d'agrandir et de grandir et de vouloir briller avec autre chose. Mais en fait, on peut briller avec des choses simples. Et comment les gens le prennent? Ce sera ma dernière question, parce que moi, quand je suis venu ici, que vous m'avez dit, ça c'est notre bistrot. Donc on est dans un village de combien d'habitants? 1900. 1900 habitants. Il y a donc un bistrot qui est ouvert 7 jours sur 7, du soir au matin. Donc plutôt l'inverse, du matin au soir. Et ça marche. Ouais, c'est rigolo parce que les gens sont très fiers d'avoir un lieu comme ça ici. Et c'est quelque chose de très plaisant. C'est pas une nourriture de l'ego, mais c'est juste se dire que on est dans le vrai, on est dans le juste en fait. On se trompe pas et on fait les choses bien. Donc ça, avec la prise de conscience de mes collaborateurs sur cet engagement et le retour des clients qui ont la même prise de conscience et la même fierté, ben on est heureux avec tout ça, ça suffit. Parce qu'il faut venir le matin et tout y est préparé, de la truite fumée au miel activé, en passant par les pains soufflés, les granolins, tout est fait par vous. C'est colossal en fait l'engagement qui a lieu ici. Ouais, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'acteurs autour de nous. C'est l'apiculteur qui vient tous les samedis s'occuper des ruches, mais c'est aussi Jeanne qui s'occupe de nos jardins avec Michel. C'est tellement, il y a tellement d'acteurs, mais c'est ça qui est tellement plaisant, avoir plein de talents autour de soi et leur donner toute la confiance que vous pouvez leur donner. Ouais, mais ça et répond, à partir de là, tout le monde s'ouvre. Oui, mais vous avez trouvé les moyens de le faire. C'est une équation qui est pas facile à résoudre, parce que celui qui vient s'occuper des ruches et celle qui s'occupe des jardins, elle le fait pas pour la beauté du geste. C'est aussi un travail, c'est aussi, donc ça. Et on revient au tout début. Le seul travail que l'on a à faire pour réussir à faire tout ça, c'est d'abord travailler sur soi. Ben oui, parce qu'on a l'impression que ça se fait de manière apaisée. C'est assez agréable. Merci. Il faut que les gens viennent ici, parce que du haut de la butte, on voit plus loin. C'est ça un peu l'idée. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous avais promis un épisode singulier, un récit d'entrepreneur hors du commun, et je crois que vous serez d'accord avec l'idée que l'aventure de Nicolas Conrot est unique. Sa vision, sa prise de conscience et finalement le rééquilibrage qu'il fait de toute son activité est exemplaire. Et le plus intéressant à mon sens là-dedans, c'est qu'il y a ici une valeur forte que j'aime à défendre dans l'idée de porter un projet. On entreprend comme on est. Et finalement, c'est de ce que nous sommes que nous partons à chaque fois que nous voulons écrire un nouveau chapitre. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que chaque jour, nous avons, et Nicolas l'a prouvé, la possibilité d'écrire à nouveau notre histoire, de lui donner un autre cours ou d'en poursuivre le trait. Et finalement, l'ambition n'a de limite que celle qu'on lui donne, car regardez, si l'on veut tout réinventer, il suffit de le décider. Alors oui, ce n'est pas simple. Non, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Oui, il faut trouver les moyens de mettre en place ses idées. Mais si l'on commence par travailler à son équilibre, alors petit à petit, brique après brique, on bâtit les choses telles qu'on les a rêvées. Allez, on se relève les manches, on prend de la hauteur, on commence par prendre un bout de la pelote et on déroule le fil de nos envies. Merci Nicolas pour cet accueil, pour le partage de cette énergie, de cette vision. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci d'être présent, merci pour vos messages, votre fidélité. Merci aussi de noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est essentiel pour faire découvrir au plus grand nombre mon travail et celui de celles et ceux qui viennent à ce micro, celui aussi de celles et ceux qui m'accompagnent pour organiser les enregistrements, pour m'assister aussi dans les montages. Merci à toute l'équipe. Allez faire un tour dans le Finistère si vous le pouvez. Grimpez, en haut de la butte. C'est toujours bon de prendre de la hauteur et de changer de point de vue. À très vite, en tout cas, sur Chef, évidemment. Salut!